Bienvenue à votre émission La Tribune des Éditos, ce grand rendez-vous de votre télévision True TV pour décrypter, analyser et parcourir l'actualité nationale et internationale à travers les commentaires et analyses des différents médias. Pour cette tribune, il sera question de la situation sécuritaire avec l'horreur qui s'est produite à Karma et Ougarou. La vente de matériel militaire dans la rue sera également abordée. Les propos du général nigérien Mahamadou Tarka sera également abordé. Et enfin, il sera question du Soudan où il faut nécessairement désamorcer la bombe. Et pour décrypter ces différentes actualités, je suis accompagné par deux professionnels des médias. Nous avons Issa Sigiré, journaliste aux éditions Le Pays. Et à ma droite, nous avons Daouda Kinda, journaliste au quotidien. Premier sujet retenu pour cette tribune, que s'est-il passé à Karma, ce village situé au nord du Burkina, à 20 km de Ouaïguya. Le procureur du Faso, dans un communiqué, annonce l'ouverture d'une enquête sur les tueries qui ont occasionné une 60aine de morts. Alors, Issa Sigiré, l'horreur s'est vraiment produite. Il faut déplorer ce qui s'est passé à Karma. Parce que cela fait déjà environ 8 ans que nous sommes dans cette guerre. C'est juste que là, on arrive à de telles situations, c'est extrêmement déplorable qu'il faut condamner avec force pour ne pas que ce type d'horreur se répète. Voyez-vous, la crise s'est complexifiée à cause de ce type d'horreur ou de massacre, parce que ce sont des éléments que les groupes armés utilisent pour recruter davantage et d'autres personnes sur le terrain. Donc il ne faudrait pas donner des arguments encore une fois à ce groupe-là de recruter, à savoir que opposer le gouvernant, des gouvernés ou encore l'autorité encore à d'autres groupes ethniques ou quelque chose comme ça. Donc c'est une chose qu'il faut vraiment déplorer et espérer et appeler à ce qu'il y ait vraiment des enquêtes afin que les auteurs soient punis s'il en a. Mais on ne peut pas aussi écarter d'autres manœuvres encore de groupes armés terroristes pour pouvoir s'aimer davantage le doute. Mais c'est encore une fois ce type de crise ou encore ce type d'incident qui doivent quand même nous amener à la réflexion, à savoir que nous avons un pays commun, nous avons un destin commun pour pouvoir gagner cette guerre. Dans une guerre, il y a des batailles qu'on peut gagner ou qu'on peut perdre. Et parfois on peut perdre quelques batailles, mais l'essentiel c'est de gagner la guerre au finish. Et moi j'ai foi et j'espère toujours que nous allons au finish gagner cette guerre. D'accord. Alors Daouda Kinda, on sait un peu que l'information circulait déjà sur les réseaux sociaux quelque temps avant, jusqu'à ce qu'il y ait ce communiqué du procureur près le tribunal de grande instance de Ouaïguya. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de ce communiqué, de ce qui s'est passé? Le procureur est dans son devoir d'éclairer l'opinion publique sur ce drame que, en tout cas, tous les Burkinabés épris quand même de paix et de justice avaient déjà condamné et demander du même coup à ce que la lumière puisse se faire sur ce drame-là, parce qu'il y avait quand même beaucoup de rumeurs sur ce drame. Bon, d'aucuns accusaient nos forces de défense et de sécurité d'être à l'origine de ce massacre-là, tandis que d'autres pointait du doigt encore les actions des groupes armés et terroristes. Donc il était du devoir du procureur, de la justice, de quand même d'enquêter, de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Donc le procureur a promis des enquêtes. On attend de voir ce que ça va donner. Tout compte fait, on n'a pas le choix, parce que un massacre de ce genre-là, ce n'est pas la première fois que ça arrive, que ce soit du fait de nos FDS, ce n'est pas quelque chose à saluer, que ce soit aussi du fait des groupes armés terroristes, ça c'est encore très grave.
Alors, Issa Sigiré, pour l'heure, on ne sait toujours pas qui a été à la base de cette tuerie, mais toujours est-il que dans le communiqué du procureur, il est mentionné que la tuerie aurait été effectuée par des hommes arborant la tenue de nos FDS. Oui, il ne faut pas écarter l'hypothèse selon laquelle les groupes armés aussi arrivent à porter nos tenues. On se souvient que parfois, ces groupes-là, quand ils arrivent à attendre des embuscades, ils emportent souvent des tenues ou encore du matériel appartenant à notre armée. Et on pourrait aussi ajouter que la tenue, ce sont des tierces personnes qui fabriquent et ce sont des tierces personnes qui fournissent à notre armée. Donc on peut avoir soit à l'intérieur du Burkina, soit encore à l'issue des différents combats ou encore même par d'autres manœuvres ou encore d'autres pays pour pouvoir avoir les mêmes types de tenues. C'est la raison pour laquelle on doit penser à un certain nombre de choses. Cette guerre-là même doit nous amener à revoir un certain nombre de choses. Le Burkina actuellement est l'un des plus grands producteurs de coton en Afrique actuellement. Je crois le deuxième est après le Bénin. Le Bénin qui est passé le Bénin qui est passé tout récemment. Donc c'est l'occasion de voir comment notre armée peut produire ses propres tenues, faire en sorte que les tenues soient produites à l'intérieur. Parce que quand vous avez du coton et en très grande quantité, c'est-à-dire que vous pouvez faire un certain nombre de choses. On ne pouvait pas, une autre personne ne peut pas importer en grande quantité la tenue militaire burkinabé sans que ça ne passe par notre pays. Et moi je pense que cela peut se faire, l'armée peut le faire directement ou encore l'armée peut s'entendre avec d'autres opérateurs économiques burkinabés ou d'autres artisans qui font déjà de très beaux tissus. Comment on gère cette question-là pour que dans un partenariat public-privé on puisse avoir notre propre tenue à nous et produit au Burkina Faso et porté au Burkina Faso par l'armée du Burkina Faso. Sankara avait donné l'exemple déjà et c'est toujours possible, c'est toujours d'actualité. Mais il faut ce type de crise-là pour voir que nous avons longtemps fonctionné sur du faux ou encore sur des mauvaises pistes et qu'il faille revenir. Sinon, on ne peut pas du tout écarter cette éventualité-là, à savoir que ce sont des groupes armés qui ont fait ça. Mais on peut aussi s'inquiéter si c'était vraiment le cas, si c'était des groupes armés qui avaient eu l'occasion ou encore la possibilité d'avoir autant de tenues du Burkina Faso. On doit s'inquiéter parce que quand on lit le communiqué des ressortissants de Karma, on voit qu'il y a eu des chars. Donc on peut légitimement s'inquiéter si des groupes armés peuvent avoir autant de tenues du Burkina Faso avec des chars estampillés de l'armée du Burkina Faso. Donc on peut pas écarter à ce stade actuel, mais les enquêtes viendront nous donner davantage d'informations afin qu'on soit situé. Dans tous les cas, il faut que les responsabilités soient situées afin que on arrive à une situation où plus jamais ce type de massacre ne se reproduise encore au Burkina Faso. D'accord. Et comme il le dit, seules les enquêtes permettront de déterminer qui a commis ce massacre, mais déjà le communiqué informe qu'il s'agit de personnes qui arboraient des tenues de nos FDS. Qu'est-ce que vous en pensez, Daouda Kinda? Oui, et Sigiré a déjà planté le décor. On ne peut pas déjà affirmer qu'il s'agit de nos forces de défense et de sécurité, ce d'autant plus que les hommes, les individus armés non identifiés, ce n'est pas la première fois que lors des attaques, on voit des terroristes habillés en tenue militaire burkinabé. Parce que vous savez que quand ils arrivent, par exemple, lorsqu'ils attaquent un détachement ou un camp militaire, et s'ils arrivent à prendre le dessus sur nos éléments, ils prennent et les munitions et les effets d'habillement. Et
c'est ce qui le plus souvent facilite leurs interventions, parce qu'ils sèment la confusion. Lorsqu'ils sont habillés en tenue militaire burkinabé, lorsqu'ils arrivent dans une localité, les gens croient que c'est des militaires burkinabés, alors que ce sont des ennemis. Donc on ne peut pas d'ores et déjà jeter l'anathème sur nos forces de défense et de sécurité, mais je pense que comme le procureur lui-même, il a promis des enquêtes, il ne faut pas que ça reste quand même lettre morte, quoi. Il faut que le processus aille jusqu'à son terme pour faire la lumière sur ça, sur ce drame, parce que c'est vraiment très grave. Si ce sont nos FDS, il faut que les responsabilités soient situées, que les auteurs soient punis à la hauteur de leur forfait. Et si c'est les individus armés aussi non identifiés, les terroristes, cela s'entend, on doit quand même renforcer, nos dispositifs, parce que Karma, je ne pense pas que Karma soit loin de Waïguya. 20 km. À 20 km de Waïguya, que des groupes armés viennent perpétrer un tel massacre et repartir sans qu'on nous dise qu'ils ont été neutralisés, alors qu'actuellement on a des drones qui surveillent notre territoire. Cela aussi est grave. Donc, quoi qu'il en soit, il faudra situer les responsabilités et dire la vérité au peuple. D'accord. Alors, Issa Sigé, il n'y a pas que le procureur du Faso qui a réagi. Le gouvernement burkinabé également, à travers un communiqué, a condamné ce massacre-là. Et le porte-parole du gouvernement réaffirme son attachement à la défense des droits humains. Ah oui, il faut aussi dire que c'est tout à fait normal. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. On peut déplorer l'arrivée tardive du communiqué du gouvernement. Vous trouvez qu'on en a mis du temps? Oui, on a mis assez de temps pour pouvoir rendre public ce communiqué-là. Mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Voilà. En ce qui concerne les droits de l'homme, il faut dire que depuis un certain temps, notre gouvernement ou encore même notre armée inscrit dans ses actions la question de protection des droits de l'homme. J'ai eu la chance d'avoir été à la fois un acteur ou bien avoir pris part à certaines actions en termes de formation sur les questions des droits humains. Je pense que notre armée inscrit les droits humains dans sa façon de faire, dans ses activités de tous les jours. Mais c'est une guerre. Une guerre, il y a toujours il y a toujours des bavures, mais il faut travailler à réduire à sa plus simple expression ces types de bavures pour éviter au maximum le massacre ou encore des atteintes des droits de l'homme. Sinon, je peux dire que de toute façon, le mal est déjà fait. Il faut maintenant aller de l'avant, à savoir situer les responsabilités. Il faut aussi rappeler que cet incident n'est pas le premier du genre. Il y en a eu d'autres encore où on a promis des enquêtes, où on a promis que les responsabilités seraient situées, mais jusque-là, on n'a pas encore vu. Et c'est peut-être pour cela que ce type de choses continue de se reproduire. Donc, travaillons à mettre fin à ce type d'incident pour, encore une fois, je le répète, pour ne pas donner des raisons aux groupes armés de recruter d'autres personnes. Parce qu'il y en a aujourd'hui, il y a des Burkinabés aujourd'hui qui préfèrent se soumettre au dictat des groupes armés que d'aller vers notre armée. Et ça, c'est malheureux. On doit travailler à éviter cela afin que nous puissions comprendre que seule notre armée peut nous protéger et doit nous protéger. Aucun autre groupe ne doit ou encore ne peut prétendre nous protéger. D'accord. Alors, la semaine a été éprouvante pour nos forces de défense et de sécurité et pour le pays tout entier. Il n'y a pas eu que Karma. On apprend aussi que le détachement militaire de Ougarou a été attaqué. Et le bilan est lourd également. 33 FDS tombés et une quarantaine de terroristes abattus d'Aoudakinda. Ouais, c'est l'une des tristes nouvelles, et il faut dire que ça s'enchaîne. Quand même, c'est pas la première attaque terroriste contre nos forces de défense et de sécurité. Depuis le début de l'année, on a essuyé des coups, et de la plus forte des manières. On a perdu des dizaines de forces de défense et de sécurité, les supplétifs de l'armée, les volontaires pour la défense de la patrie. C'est vraiment
très triste parce que ce sont des forces qui sont fortement engagées pour la reconquête du territoire national. Vous voyez les différentes opérations militaires qui se passent sur le terrain. La dernière en date, en tout cas officielle, c'est l'opération Kapitgou, qui permet, par exemple, en conjointement avec le Mali, de ratisser large, de telle sorte que les deux forces-là, les forces des deux pays-là, puissent se croiser et nettoyer complètement les différentes zones-là. Et cette fois-ci, bon, en fait, c'est un convoi. C'est un convoi qui à Ougarou, je pense, et ce convoi a été victime d'une attaque terroriste. On parle d'une embuscade et le bilan quand même des dizaines de morts, c'est déplorable. On aurait souhaité quand même que les interventions ou la riposte qui s'est engagée là puisse quand même permettre que ces terroristes qui ont commis ce forfait-là ne puissent même pas se retrancher. Voilà. Quoi qu'il en soit, il va falloir que les actions-là puissent se multiplier et faire en sorte que ça n'arrive plus. Est-ce que vous pensez qu'on est victime des différentes actions offensives que nous avons menées depuis quelques temps? Forcément, nous allons prendre des revers, comme je l'ai dit. Nous allons prendre des revers sur le terrain. On ne peut pas mener une guerre et penser qu'on ne va pas essuyer des pertes. Les pertes, nous allons les essuyer, nous allons compter des morts. Ça, c'est évident. Mais on doit travailler toujours à minimiser ça, toujours faire en sorte que, au fur et à mesure que les jours passent, que les mois passent, que les années passent, qu'on sente qu'on a pris quand même l'ascendant sur les groupes armés et que ces groupes armés-là n'aient plus le champ libre et ils ne soient plus libres de mener leurs actions meurtrières, de mener des offensives contre nous, nos forces de défense et de sécurité, parce que avec les moyens matériels on a pu acquérir, des moyens roulants, des moyens aériens, des armes, des munitions, bon, on doit travailler à éviter un certain nombre de choses, mais une embuscade, c'est ce qui est le plus redouté par les forces de défense et de sécurité, les embuscades et puis les engins explosifs improvisés. Et le plus souvent, c'est comme ça, ils procèdent. Ils minent une voie. Dès que vous passez dessus, ça s'explose et en même temps, les gens qui sont tapis dans l'ombre sortent en même temps, ils commencent à tirer sur vous. Et s'il n'y a pas une couverture aérienne, bon, la riposte devient difficile. Vous savez que l'être humain a peur de la surprise. Lorsqu'on ne te prend pas surprise, tu deviens en quelque sorte vulnérable, tu deviens en quelque sorte faible. Et si tu n'es pas vraiment fort, c'est difficile de pouvoir t'en sortir. C'est ce qui nous est tombé dessus et on va gager à ce que ces genres d'actions-là quand même ne puissent plus arriver, ne puissent plus impacter sur la dynamique en tout cas engagée par les forces de défense et de sécurité, qu'il faut le rappeler, qui depuis le début de l'année on mène plusieurs offensives sur plusieurs fronts. C'est vraiment difficile, c'est périlleux, mais on ne peut que les encourager en tout cas à poursuivre la bataille jusqu'à la victoire finale. Et justement, par rapport à ces actions offensives, Issa Sigiri, tuerie à Karma, attaque au niveau de Ougarou, finalement, est-ce que nous sommes victimes de nos actions offensives que nous menons depuis un certain temps? Les deux, c'est vrai que partout à Ougarou ou encore à Karma, ce sont des tueries, ce sont des victimes, mais c'est pas tout à fait la même chose. En attendant que les enquêtes nous éclaircissent. En attendant que les enquêtes nous donnent davantage d'informations. Maintenant, ce qui s'est passé à Ougarou, il est clair que c'est l'action des groupes armés terroristes. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser ou l'inquiétude qu'on peut émettre, pourquoi au moment où on a acquis autant de matériel stratégique, on arrive à essuyer autant de revers ou encore enregistrer autant de morts de nos FDS. C'est comme il l'a dit tout à l'heure, c'est une guerre et une guerre est composée de plusieurs batailles et on peut perdre quelques batailles, mais le plus important c'est de gagner encore une fois la guerre.
N'oublions pas qu'il y a des groupes armés internationaux qui agissent sur le territoire burkinabé, et le matériel qu'on a acquis ne peut pas effrayer tout le temps ces groupes armés-là qui sont habitués à autre chose, ou encore qui ont connu des guerres sous d'autres cieux. N'oubliez pas que même les pays les plus puissants qui ont quand même autant de matériel, même ceux qui nous vendent le matériel là, sont souvent attaqués par des groupes armés terroristes. Que ce soit les États-Unis, la France, la Turquie, l'Iran, partout on voit les actes des groupes armés ou encore des actes de groupes terroristes. Ça peut arriver. Donc c'est une donne que nous devons intégrer, mais cela ne doit pas pour autant nous affaiblir ou encore casser notre morale. C'est encore une fois l'occasion de savoir que la guerre dans laquelle nous sommes, elle peut être longue, mais il faut rester toujours résilient. Il faut garder le moral au top, comme le dit l'autre, pour pouvoir gagner cette guerre. Mais dans tous les cas, ça a eu lieu, mais c'est de faire en sorte qu'on ne puisse pas enregistrer autant de pertes aux côtés de nos FDS. Mais ça peut arriver, mais c'est de rester toujours focus, et c'est la victoire finale qui est la plus importante. Et je reste convaincu que cette victoire finale-là, nous l'aurons. D'accord. Et cette tuerie aussi à Karma vient nous rappeler cette nécessité de contrôler l'utilisation et la vente de matériel militaire sur le marché. Et sur la question au niveau du quotidien, vous estimez qu'il s'agit là d'un vide juridique à combler dans l'urgence? Oui, vous savez, en période de guerre, on doit être vraiment très vigilant. Et lorsqu'il s'agit même de la lutte contre les groupes terroristes qui mènent une guerre qualifiée d'asymétrique par les professionnels du métier des armes, il faut l'être encore être plus prudent, parce que il n'est pas rare de constater dans les différentes villes au Burkina, surtout à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, des kidams qui se mettent dans la vente des effets d'habillement, des treillis militaires et même des rangers. Ce qui est, que dire, dans un contexte marqué par des attaques terroristes, où les terroristes parfois ont recours aux tenues militaires pour mener leur guerre. On pense que on doit encadrer cela. Lorsque le ministre en charge de la Défense s'est rendu à l'Assemblée nationale, parce qu'il y a un député qui avait une question orale qu'il a adressé au ministre de la Défense. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que dans ce contexte-là, on continue, on vend des effets d'habillement sur le marché public. Mais le ministre de la Défense, en quelque sorte, le ministre de la Défense, non, c'était le ministre de la Sécurité, qui était un peu, qui a montré en quelque sorte la faiblesse du gouvernement face à cette situation, parce qu'il y a un vide juridique. Il y a un vide juridique qui est exploité par les commerçants. Il n'y a pas de texte qui encadre cela, ce qui permet à n'importe qui d'aller s'acheter des effets militaires. Vous vous rappelez, récemment, il y a eu une actualité en Côte d'Ivoire, par exemple, où un influenceur qui, dans une vidéo, a révélé qu'on lui demande, mais pourquoi est-ce que tout le temps vous portez du matériel, des effets d'habillement militaire? Et tout de suite, il a dit c'est parce qu'il a fait l'école militaire préparatoire en Côte d'Ivoire là-bas. Mais cette école-là a vite fait de réagir pour dire que non, nous ne connaissons pas ce monsieur, Donc c'est pour dire que des gens peuvent utiliser ces effets militaires-là pour se prévaloir d'un certain nombre de titres. On a vu même à Ouagadougou ici des individus qui portent des effets, des habillements militaires, qui se mettent à certains carrefours pour contrôler des gens. On avait vu une situation comme ça à Bonheurville. Et je pense que la police même a dû interpeller ce dernier-là qui se prévalait d'être gendarme. Donc, surtout dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, on doit forcément encadrer cela. Donc, c'est l'occasion pour nous, en tout cas au niveau du journal Le Quotidien, d'interpeller l'autorité à prendre ses responsabilités et faire en sorte qu'il y ait quand même
un dispositif juridique qui encadre cela. S'il faut légiférer, il faut légiférer. S'il faut prendre un décret, il faut prendre ce décret-là pour que n'importe qui ne vende pas ce genre d'habillement-là, comme par exemple les armes. On ne peut pas se lever comme ça, dire que je vends des armes. Et aussi, on ne doit pas permettre à n'importe qui aussi d'aller acheter des tenues militaires. Si tu veux acheter des tenues militaires, on doit forcément, tu dois passer par un certain nombre de règles pour pouvoir t'approvisionner. Voilà, donc il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités, faire en sorte que, en tout cas, ce vide juridique-là, on ne puisse plus l'exploiter. Et quand on voit aussi les actions des groupes armés terroristes sur le terrain, cela nous convainc en tout cas à dire qu'on doit encadrer forcément ce domaine-là. D'accord. Alors, Issa Sigiré, il l'a dit tantôt, le ministre en charge de la Défense qui reconnaît devant les députés de l'ALT qu'il y a un vide juridique au niveau de l'encadrement de la vente de matériel militaire. Comment peut-on en arriver là, malgré le contexte sécuritaire que l'on vit depuis plusieurs années ? Alors, cette question est légitime parce qu'on ne peut pas demander à certains de ne pas se prononcer ou encore sur un certain nombre de questions et en même temps laisser tout le monde vendre tout ce qu'ils veulent. C'est inadmissible. Le matériel militaire dans ces conditions-là, la vente du matériel militaire doit être suffisamment encadrée et je suis entièrement d'accord avec lui que des décisions vigoureuses doivent être prises pour encadrer cela. Mais moi je pense que la nouvelle loi sur la mobilisation générale ou bien sur le décret doit quand même permettre de régler un certain nombre de cette question en attendant que on essaie de revoir la législation parce que le processus d'adoption d'une loi est extrêmement long et il faut que l'initiative vienne soit de l'ALT en temps normal de l'Assemblée nationale ou de l'ALT dans le cas du Burkina actuellement ou ça vient du gouvernement et ça doit suivre un parcours bien précis et ce temps peut être long au regard de la situation dans laquelle nous sommes. Mais moi je pense qu'à partir de ce qu'on a comme arsenal juridique déjà doit nous permettre de recadrer, quitte à perquisitionner ou prendre tout ce qui ressemble à du matériel militaire pour éviter que d'autres personnes soient habillées peut-être en ringues ou encore en autre chose pour aller commettre des massacres et puis jeter l'anathème sur notre armée qui est en train de se battre pour sauver la vie de la nation. En tout cas, l'information a été rendue publique et félicitations au journal Le Quotidien qui a pensé à cette thématique-là qui est vraiment très très importante parce que même au-delà de ça, il y en a qui même dans les grandes villes, il y en a qui payent ces tenues-là ou encore qui vont faire n'importe quoi à certains lieux, soit commettre des braquages ou en cas de choses. C'est vrai qu'il y a le marché noir et le marché noir qui est là où des gens peuvent s'approvisionner, mais quand le marché noir est là qui fonctionne et que d'autres aussi peuvent au vu et au su de tout le monde vendre du matériel militaire, cela est vraiment déplorable et il faut vite recadrer cette situation. D'accord. Alors, Daouda Kinda, en attendant le toilettage juridique sur la question, comment est-ce qu'on peut réglementer ce secteur selon vous, selon l'esprit de votre édito? Non, en fait, c'était que, selon nous en tout cas, c'était que l'Assemblée nationale puisse quand même légiférer sur cet aspect-là. L'initiative, la loi, comme il l'a relevé, peut venir du ministère de la Défense, qui peut prendre ses responsabilités parce que ce ministère-là reconnaît déjà qu'il y a un vide juridique. Et qu'est-ce qu'on fait pour combler ce vide juridique-là? On peut faire des propositions de loi. Voilà. Des individus aussi peuvent se permettre aussi, je pense qu'il y a un quota, faire une pétition, transmettre à l'Assemblée nationale par exemple qui peut décider de légiférer sur cette affaire-là. Quoi qu'il en soit, le problème est tellement sérieux qu'il faut quand même encadrer. Et comme il l'a dit, il y a le décret portant mobilisation générale qui permet en tout cas aux forces... qu'on peut l'utiliser dans ce cas pour réglementer? Oui, c'est possible parce que cette loi-là permet de réquisitionner
un certain nombre de matériel. On peut réquisitionner, c'est vrai, mais on sait tous comment est-ce que ça fonctionne. Il y a des commerçants véreux qui sont là. Au fur et à mesure que vous réquisitionnez, ils sont capables toujours de ramener. Et comme il n'y a pas de cadre juridique véritablement établi pour encadrer ça, il faut forcément trouver une solution, en tout cas palliative, peut-être dans un court terme, mais dans le long terme, en tout cas, il faut l'encadrer. Et Sigiré a dit quelque chose d'essentiel, c'est le fait que nous devons tout faire, en tout cas faire en sorte que nos tenues militaires, là, que nous puissions les confectionner sur place. On ne peut pas être deuxième pays producteur de coton et être là toujours à importer le tissu à l'extérieur, alors que ça peut être ça peut faire des ressources, en tout cas pour le pays. Et je me rappelle que lorsque le Premier ministre s'était rendu à l'Assemblée législative de transition pour la déclaration de politique générale, il avait quand même évoqué cet aspect-là. Il avait relevé qu'il était nécessaire, il était impérieux, en tout cas pour ce gouvernement de transition-là, de faire en sorte que le consommant local, là, le consommant burkinabé là, ne soit pas seulement dans le discours, et que dans les actes là, on puisse quand même consommer local. Et il s'était engagé en tout cas à faire en sorte que le Burkina Faso puisse consommer, puisse transformer son coton, faire en sorte que à l'école, que les tenues scolaires soient faites à base de tissu de coton local. Par exemple, dans les hôtels, que les maîtres d'hôtel ou tous ceux qui travaillent dans les hôtels, en tout cas qui ont des tenues, ils puissent on puisse produire ça au niveau local. Il en est de même pour l'armée. Je crois savoir que, en tout cas, les ateliers des forces armées nationales battent en plein régime actuellement, et c'est l'occasion d'encourager l'installation des petites unités industrielles capables quand même de produire du tissu. Quand vous allez dans certains pays, c'est des petites unités. On n'est même pas obligé de construire des unités, des grandes unités industrielles si nos moyens ne le permettent pas. Ne serait-ce que de petites unités. En Chine, je sais qu'il y a des petites unités comme ça qui permettent de transformer le coton en tissu. On peut le faire et on a la capacité de le faire. C'est peut-être une volonté seulement qui manque. S'il y a la volonté, on peut trouver les voies et moyens de le faire. Produire localement nos tissus et voyez toute la chaîne que cela va, les ressources que cela va créer, les emplois que ça va créer. Des gens auront du travail, ils vont produire le coton. Ces petites unités industrielles qu'on peut installer dans peut-être 2 ou 3 localités là, va employer beaucoup de personnes et on aura du tissu pour coudre nos tenues à l'école, les tenues scolaires, les tenues militaires et plusieurs. En tout cas, c'est une piste à explorer. Et bon, je pense que le gouvernement est dans la dynamique. Ils l'ont annoncé et c'est le moment de concrétiser cela parce que bon, la transition est courte. Voilà. Donc si on laisse traîner les choses, après eux, bon, peut-être qu'un autre régime ne va pas voir les choses de cette façon-là et bon, les choses vont traîner. D'accord. Alors, Issa Sigiré, est-ce que la conception locale des tenues et matériels militaires pourrait être une solution pour encadrer la vente de ce matériel-là? Oui, c'est la conception d'un certain type de matériel, c'est à ça qu'il faut arriver. Ça peut permettre quand même d'éviter un certain nombre de choses. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, ça crée encore des emplois. Le troisième avantage, ça crée des richesses. Mais tout cela, ça a besoin d'un investissement assez important. Et je ne suis pas sûr que dans ces périodes qui courent là, on a suffisamment ces moyens-là. Par exemple, si vous prenez le cas, par exemple, des tissus, si on veut produire localement, il y a déjà des opérateurs ou encore des artisans locaux qui produisent déjà leur propre tenue. Je ne veux pas faire de la publicité ici, mais il y a déjà certains Burkinabés qui produisent leur propre tissu. On peut, en associant ces personnes-là, aller vers un partenariat public-privé pour comment on appelle ça, la confection ou encore du tissu jusqu'à la tenue finale. Mais il n'y a pas que cela.
parce que quand vous regardez le fonctionnement de notre le processus de production de notre coton, c'est beaucoup plus compliqué que cela, parce que ce n'est pas nous qui finançons notre coton forcément. Notre coton est suffisamment financé par l'extérieur. Voyez-vous, chaque saison cotonnière est financée par un pool bancaire, et bien avant même que le coton soit produit, il est déjà acheté en grande partie. Ce qui fait que les producteurs sont obligés de vendre leurs produits à ces personnes qui leur ont fourni des intrants, et ça c'est extrêmement important, mais je pense que ce n'est pas hors de portée du gouvernement. Le gouvernement peut le faire. Les montants qui permettent de financer le coton ne sont pas aussi faramineux que cela. Le gouvernement peut injecter de l'argent, ou encore demander à des opérateurs économiques burkinabés d'injecter de l'argent, quitte à récupérer cet argent-là après la vente du coton. Ça, c'est vraiment faisable. On a un certain type de matériel ou encore de matières premières au Burkina Faso qui, si on encadre ce secteur-là et que on se reconcentre sur la production interne, on pourrait quand même en tout cas absorber beaucoup de chômeurs au Burkina Faso, notamment au niveau de la jeunesse, et même créer de la richesse. D'accord. Voyez-vous, quand on importe beaucoup de choses, cela vous rend tellement pauvre que vous avez souvent des problèmes de devises. Et quand vous importez, vous avez toujours des problèmes de devises. Et tout ça, ça vous coûte extrêmement de l'argent. Alors que quand vous produisez, vous faites tout pour produire suffisamment ce dont vous avez besoin, et ça vous permet d'économiser ces devises-là et les réorienter vers d'autres produits que vous ne pouvez pas du tout en avoir. Il y a des produits qu'on peut avoir, qu'on peut transformer sur place, mais il y en a aussi, compte tenu de notre position géographique, qu'on ne peut pas avoir. Donc ce qu'on peut avoir, battons-nous pour l'avoir, et ce qu'on ne peut pas avoir aussi, on pourrait compléter cela ailleurs. Moi je pense que c'est l'option, c'est l'idéal, mais est-ce que nous sommes en position de pouvoir le faire? Mais les contextes de crise sont aussi des moments où on peut penser au devenir de notre pays sur une période de 20 ans, de 50 ans, voire de 100 ans. D'accord, 10 secondes de réaction rapidement. Mais il faut poser d'abord le premier pas. Si on laisse des structures au niveau international venir faire leur dictat, ça va poser problème. Le gouvernement peut prendre ses responsabilités. Si vous voyez que c'est des pools bancaires et tout ça qui financent les différentes sociétés cotonnières, c'est parce que, à quelque part, le gouvernement, je ne veux pas dire ne s'assume pas. Si le gouvernement décide de s'assumer, notre coton, nous rachetons notre coton. Le coton que nos producteurs produisent là, nous allons par exemple, après cette saison-là, nous rachetons tout le coton. Cela suppose qu'en aval, on a installé peut-être des unités industrielles qui seront capables d'absorber ce coton qu'on a eu à récolter là et à transformer. Il y a une agence qu'on a créée récemment qu'on appelle l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Et c'est une aubaine. On peut, par le biais de cette agence-là, mettre en place des unités au niveau local qui va permettre aux différentes communautés là de s'en occuper et même développer même l'actionnariat populaire. Si on décide là, on peut le faire. Il y a des hommes, des opérateurs économiques burkinabés qui sont là. Si on les approche, le gouvernement les approche, on leur dit clairement, est-ce que vous pouvez, nous voulons transformer notre coton sur place, nous souhaitons que vous installez une unité industrielle de ce type-là ici. Je ne pense pas qu'ils vont refuser. D'accord. Laisse-moi souligner, allez-y, rapidement. Permets-moi de souligner quelque chose de très important. Voyez-vous, en matière de commerce international, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte. Quand les investisseurs
investisseurs internationaux viennent dans des pays, il y a des accords qui sont signés et parfois il y a un processus de règlement de litige qui commence d'abord par le Burkina Faso et peut se terminer ailleurs. Donc quand vous dites que vous prenez le coton d'une certaine façon, on peut vous laisser au Burkina et aller vous attaquer ailleurs et vous pouvez payer de l'argent pour dédommager inutilement et gratuitement alors qu'on a besoin de cet argent-là ici. Donc quand on veut mener un certain nombre d'actions, le plus important c'est de bien faire. C'est pas de confondre, on ne doit pas confondre vitesse et précipitation, c'est de bien faire. Par exemple, quand vous regardez la question de la mine de Tambo qui est revenue, est-ce que vous savez que l'État burkinabé a dédommagé un opérateur international à hauteur de 8 milliards sur le plan international. 8 milliards, c'est beaucoup d'argent, ça peut construire beaucoup d'écoles, ça peut construire beaucoup d'hôpitaux, ça peut faire beaucoup de choses au Burkina Faso. Donc, quand on veut faire les choses, il faut bien faire les choses. Donc, prendre le temps qu'il faut et réunir les moyens qu'il faut et pour pouvoir aller sereinement. Par exemple, le coton dont on parle, pour la production de coton dont on parle, ce n'est pas forcément, le coût n'est pas plus élevé par exemple que la voie de contournement qu'on a confiée à l'entreprise burkinabé Eboma pour faire ce travail. Donc même ce type-là, on peut confier au travail, mais avec un délai bien précis, de sorte à ne pas se créer des problèmes sur le plan international, parce que nous aussi nous avons nos opérateurs économiques qui commencent à s'exporter, qui font du commerce avec d'autres pays. Donc si nous commençons à avoir beaucoup de problèmes avec des investisseurs dans notre pays, c'est sûr que nos opérateurs économiques qui vont ailleurs peuvent aussi avoir des problèmes. Moi je dis, c'est une très bonne chose, mais faisons bien les choses pour ne pas avoir aussi ou encore transgresser les conventions internationales que nous-mêmes nous avons signées. Nous allons définitivement clore le sujet avec juste 5 secondes de réaction. Je suis parfaitement d'accord avec ce que Issa Sigiré dit. En fait, je ne dis pas de faire la force à ces sociétés-là. Je dis seulement de trouver un modus vivendi avec elles et dire que désormais, par exemple, nous allons racheter notre coton sur place, nous allons transformer notre coton sur place. Et cela, on peut s'entendre. Si le contrat va durer 5 ans ou 6 ans, on peut laisser jusqu'à épuisement. Mais j'ai dit de commencer à poser un premier pas. Si on pose ce pas-là, vous allez voir que les choses vont se décanter. Et nous continuons avec la situation sécuritaire. Il y a eu cette sortie du général nigérien Mahamadou Tarka qui a suscité beaucoup de réactions. Et sur la question, le journal Le Quotidien a titré son édito « Quand un général nigérien se trompe de combat et d'adversaire ». Oui, vous savez que le 24 avril 2023, le Niger a célébré ce qu'il appelle la journée nationale de la Concorde, qui commémore en tout cas qui commémore la signature le 24 avril 1995 des accords de paix entre le gouvernement et la rébellion. Donc à l'occasion de cet anniversaire-là, le général un général nigérien qui est le président de la haute autorité de la consolidation de la paix, il a tenu un discours qui divise, un discours en tout cas qui dessert le Niger lui-même. Lorsqu'il qualifie les pouvoirs burkinabé et malien de junte, lorsqu'il dit que la situation sécuritaire va s'aggraver, il prédit même que la situation sécuritaire va s'aggraver dans la zone parce que les autorités de ces deux pays-là ont pris leur responsabilité de couper le cordon ombilical qui les lie avec le pays colonisateur qui n'est autre que la France, et de s'assumer et lutter à compter sur ses propres forces pour venir à bout des groupes terroristes, prédire que il y aura le chaos. Nous trouvons que c'est grave. Et venant de la part, si c'était un civil qui le disait, qui ne maîtrise pas la chose militaire, qui ne maîtrise pas les enjeux sécuritaires, on pouvait comprendre. Mais au moment où
nous devons mutualiser nos forces. Au moment où le Niger, le Mali, le Burkina Faso, qui sont les pays en tout cas les plus exposés aux groupes armés, les plus exposés aux attaques terroristes, que un général de ce pays-là tienne de tels propos, c'est à condamner. C'est comme s'il ne maîtrisait même pas la situation, l'environnement sécuritaire de la zone. Vous voyez, il se vante même des relations que son pays a avec des pays occidentaux qui l'aident à venir à bout des groupes armés. Pourtant, jusqu'aujourd'hui, le Niger n'est pas en paix. Le Niger continue de subir des attaques terroristes. La France a fait combien d'années au Mali? Pourtant, les attaques terroristes étaient quasi quotidiennes au Mali. Donc, nous trouvons que c'est des propos déplacés venant de la part d'un général. Et ce n'est pas la première fois qu'au Niger, des autorités de premier rang tiennent de tels propos. Souvenez-vous, même le président du Niger, Mohamed Bazoum, avait tenu des propos virulents aussi comme ça envers le Mali. Donc, le Niger devrait se revoir et entretenir de très bonnes relations avec ses voisins et que de façon collégiale, on puisse lutter avec l'ennemi commun qui n'est autre que les groupes armés terroristes. De toute façon, ces propos ne sont pas partagés par les Nigériens beaucoup de Nigériens en tout cas qui, à travers plusieurs publications, se désolidarisent carrément de ce général-là. D'accord. Alors, Issa Sigiré, le général Mahamadou Tarka a eu des propos très durs. Il dit, je le cite, les autorités burkinabées et maliennes se gargarisent de slogans creux et font la guerre à coups de communiqués mensongers et de propagande sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Voyez-vous, il y a des personnes qui aiment étaler leur misère intellectuelle et morale. Et moi, je pense que c'est le cas de ce monsieur-là qui ne mérite pas le grade de général. Un général ne s'exprime pas comme un bandit dans un cabaret. On ne s'adresse pas à un pays même lointain de cette façon-là, a fortiori un pays voisin, un pays frère. Et quand vous voyez de la frontière de l'Est jusqu'au Sahel, du côté de Falangoutou, vous voyez des populations, tu ne peux pas faire la différence. Moi, j'ai eu la chance de rentrer un peu au Niger par le côté Falangoutou. Et quand tu regardes, on te dit où est le Burkina, où est le Niger. Tu ne peux pas tout de suite dire voici le Niger, voici le truc. Et tenez-vous bien, avec la délimitation de la nouvelle frontière, on a donné le choix à certaines populations de part et d'autre des frontières de choisir quel pays et ces populations-là voudraient rester. Soit c'est le Burkina, soit c'est le Niger. Et j'ai eu la chance même de rencontrer le maire de la localité, la commune la plus proche du Niger, à Falangoutou. Et les deux communes entretiennent vraiment des relations vraiment très très fraternelles. C'est la même chose du côté de Fada aussi, où les communautés, en tout cas, c'est des pays frères. Nos frontières sont des frontières imaginaires. Donc cela veut dire que nous sommes des pays frères. Et quand on veut parler à un frère, on doit choisir le mot et remuer la langue comme on le dit on le dit chez nous, pour choisir les mots les meilleurs, surtout quand on occupe une position stratégique comme celui-là. Mais quand on regarde ce monsieur s'exprimer, à peine s'il mérite même qu'on réponde à ce monsieur. En tout cas, j'ai lu quelque part que le gouvernement a répondu, mais j'estime... Selon nos confrères de l'AIB. Mais j'estime pour ma part que le gouvernement ne devait pas répondre à un tel type parce qu'il ne mérite pas une réponse de la part du gouvernement. Ce que celui-là mérite de la part du gouvernement, c'est juste un silence et puis laisser encore les bandits comme lui sur les réseaux sociaux lui répondre. En tout cas, heureusement que les nouvelles viennent du Niger. Certains également se désolidarisent de ce que de cette
de ce propos? Non, ce n'est même pas des propos, c'est à la limite des vomissures de ce monsieur. Mais c'est encore une fois aussi l'occasion de nous regarder dans le miroir, de bien faire les choses. Moi, je reste convaincu que cette guerre-là, on ne peut pas la gagner de façon isolée. Nous devons travailler à améliorer nos relations avec nos voisins. Tant que le Burkina, le Mali et le Niger ne vont pas s'entendre pour gérer la question de nos 3 frontières, il serait difficile de gagner cette guerre. Comme je le disais tantôt, nous avons des frontières poreuses. Donc quand les groupes armés sont acculés dans un pays, ils se replient dans un autre. Et tant que ces 3 pays ne vont pas s'unir pour lutter efficacement contre le mal qui nous ronge à tous, il serait difficile de gagner cette guerre. Je pense que tous les pays même sont libres de choisir avec qui ils veulent traiter. Si le Burkina, par exemple, décide de ne plus traiter avec le Mali, avec la France, l'Angleterre, les États-Unis, eux veulent traiter avec la Russie, c'est de son plein droit. Si le Niger ne veut pas traiter avec les Turcs, avec les Chinois, avec les Russes, eux veulent traiter avec les Français, mais c'est leur droit. Le Burkina ne va jamais, décrier un choix du Niger. Et ce n'est pas au Niger de décrier les choix du Burkina Faso. Ce n'est pas le Niger tout entier, c'est le général Mahamadou Taka. Mais c'est quand même le président d'une institution là-bas. Et il a tenu ses propos devant le ministre de l'Intérieur du Niger. Mais c'est très grave. D'accord. Et nous passons au dernier sujet avec vous, Issa Sigiré. La situation est toujours tendue au Soudan malgré un cessez-le-feu. Et sur la question, les éditions Le Pays, à travers un édito, appellent la communauté internationale à ne pas baisser les bras. La situation devient de plus en plus grave au Soudan, mais malheureusement, on constate que beaucoup de pays, notamment le plus puissant de ce monde, procèdent à l'exfiltration de leurs ressortissants. Et ça donne un signal fort parce que quand on arrive à évacuer leurs ressortissants, qu'adviendrait-il des Soudanais? Donc cela veut dire qu'on veut regarder les Soudanais faire. Et là c'est extrêmement dangereux. Et c'est l'occasion d'inviter la communauté internationale d'être toujours aux côtés de ce pays frère, afin qu'on n'aille pas jusqu'à l'extrême. Ce qui se passe, c'est déjà extrêmement grave, mais qu'il n'y ait plus des victimes civiles. Que deux frères d'armes s'affrontent et au milieu on a des civils qui payent le plus gros prix, et c'est vraiment déplorable. Donc je pense que au niveau des éditions Le Pays, nous pensons que la communauté internationale dispose encore des leviers pour pouvoir permettre à ce pays-là d'arriver d'abord à un cessez-le-feu définitif pour enfin parvenir à la restauration de la paix, parce que c'est de cela qu'il s'agit, parce que c'est un drame humanitaire qui est en train de se passer dans ce pays-là. D'accord. Et vous estimez également dans un autre édito que la désertion de soldats doit interpeller? Oui, de deux parts et d'autres, parce que le conflit devient lassant et ce sont des frères d'armes, comme je le disais tantôt, qui s'affrontent. C'est vrai qu'il y a les deux généraux, mais derrière chaque général, il y a des frères d'armes qui s'affrontent. On enregistre des morts, et quand je vois que le combat que je suis en train de mener est un combat perdu d'avance, et c'est tout à fait normal et même républicain pour un soldat de déserter dans ces conditions-là, pour ne pas que non seulement se faire tuer, mais aussi peut-être de tuer son frère d'armes, pour une question de pouvoir. Qu'est-ce pour que ces deux généraux seront même les meilleurs présidents du Soudan? C'est pas évident, parce que quand on arrive à désacraliser la vie humaine, est-ce qu'on peut être un bon président? Non, vous ne vous battez pas dans les urnes ou bien dans les débats d'idées ou les combats d'idées pour pouvoir prendre le contrôle du Soudan, mais plutôt par la force des armes. Et là, cela même démontre qu'aucun des deux généraux n'est digne de diriger ce pays. Et enfin, vous estimez que la trêve humanitaire au Soudan est une opportunité pour aller à la paix des braves? C'est vraiment une opportunité. Par
exemple, quand vous regardez un jour de combat, vous enregistrez des morts, et un autre jour où il y a une trêve, vous regardez, vous faites la comparaison, ce que vous aurez économisé en termes de matériel ou de munitions et même des vies humaines, il y a un choix à faire. Donc cette trêve-là, c'est l'occasion de permettre à ces deux de jauger ou de comparer entre la paix et le combat ce qu'il y a de plus important pour le peuple soudanais et de choisir rapidement la paix pour que les Soudanais vivent aussi comme les autres citoyens du monde entier. Et c'est tout pour ce numéro de votre émission La Tribune des Éditos. Merci à vous qui l'avez suivi. La Tribune des Éditos est une émission qui donne uniquement la parole aux professionnels des médias. On se retrouve, Dieu voulant, le week-end prochain pour un autre numéro. Mais d'ici là, portez-vous bien.